représentant de San Martin. Et je donne la parole au représentant permanent, au ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Son Excellence Carlos Raúl Morales. Vous avez la parole. Excellencias, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, je prends la parole devant cette instance suprême de l'Organisation des Nations Unies au nom du gouvernement du Guatemala, du président de la République, Alexandre Maldonado Aguirre. Je salue Morgan Slicketoft, président de la 70e session, qui, grâce à sa vaste expérience et avec ses grands talents, a su bien orienter notre organisation. Monsieur le Président, je souhaiterais commencer mon intervention en exprimant le deuil du peuple et du gouvernement du Guatemala face à la tragédie du jeudi 1er octobre dernier, au moment où, en raison d'un glissement de terrain, au moins 125 logements ont été enterrés. Cet événement a provoqué le décès de 33 personnes. 600 autres personnes sont portées disparues. Le nombre de blessés est considérable. Il s'agit d'une localité près de la ville de Guatemala. Ce déplacement de terre est le résultat des intenses pluies qui ont frappé le territoire du Guatemala après presque 12 semaines d'une sécheresse extrême qui avait suscité de graves dommages dans l'agriculture nationale. Nos équipes de sauvetage, en ce moment, sont à la recherche de survivants. Il y a plus de 616 personnes engagées dans cet exercice et tous nos citoyens l'appuient. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté leur solidarité au niveau international face à cette tragédie. Pendant le sommet mondial sur le développement durable, le vice-président du Guatemala a fait des observations sur les événements remarquables qui se sont déroulés dans nos pays ces derniers mois. Il représente une ligne de partage des eaux dans notre histoire politique. Il a montré comment, dès le mois d'avril dernier, le peuple du Guatemala s'est lancé massivement dans les rues pour manifester son rejet total de la corruption et ainsi que son indignation en constatant l'épuisement d'un système économique, social et politique qui n'a pas permis de surmonter la pauvreté et toutes sortes de ségrégations qui ont montré les graves lacunes qui existent dans notre système de gouvernance. Il est important de signaler la nature plurielle et massive du mouvement de nos citoyens et en particulier sa nature pacifique. Il n'y a pas eu un seul incident de violence à regretter tout au long des 4 mois de protestation. Il convient de signaler que ce furent 22 semaines de manifestations, mais la conduite de nos citoyens était exemplaire pendant toutes ces manifestations. Je le répète, il n'y a eu aucun incident, aucun acte de vandalisme, il n'y a eu aucune agression, quelle qu'elle soit. Ce grand mouvement populaire a entraîné la démission et la poursuite de la vice-présidente et ensuite du président de la République, ainsi que d'autres autorités de gouvernement et d'autres particuliers. Il convient de signaler le rôle qu'ont joué les Nations Unies en passant par la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, à l'appui du ministère public. Dans le contexte de notre constitution politique, compte tenu de ce que je viens de dire, nous avons mis en route un processus qui a abouti à la nomination du président Alejandro Maldonado Aguirre le 3 septembre dernier, ainsi qu'à l'élection du vice-président Juan Alfonso Fuentes Soria le 16 septembre. Aujourd'hui, ils sont chargés de mener le pays jusqu'au moment où le commandement présidentiel sera assumé le 14 janvier prochain. Face aux graves défis qui se sont présentés, notre législation et les institutions qui ont été créées par notre législation ont su répondre. On n'a pas modifié l'ordre constitutionnel. Aucune voie n'a été violée. Les mécanismes constitutionnels ont bien fonctionné. Le système de justice a bien fonctionné. Le système électoral a bien fonctionné. Les moyens de communication sociale ont bien fonctionné. De façon générale,
la démocratie a montré sa force. Tout ce que je viens de dire a eu une incidence sur les résultats des élections générales qui se sont tenues le 6 septembre dernier et sur le niveau de participation des citoyens, qui est le plus élevé d'ailleurs depuis le retour à la démocratie il y a 30 ans. Ces importantes réussites sont celles de tous les Guatémaltèques. Ils exigent des changements profonds, immédiats. Leurs attentes sont élevées et ils attendent des résultats concrets et avantageux pour tous les citoyens à court terme, tant de la part du gouvernement de transition actuel que de celui qui sera élu après le deuxième scrutin que nous tiendrons le 25 octobre. Les différents secteurs de la société guatémaltèque exigent des réformes urgentes pour ce qui est de plusieurs lois, notamment celle du service civil, la loi électorale et des partis politiques, la loi de la carrière judiciaire et celle des contrats de l'État. Mais peut-être que l'aspect le plus important est le résultat que l'on voit dans notre société. Il s'agit de la conscience collective, du fait que le Guatemala doit diriger son avenir en bâtissant un État de droit authentique et solide. Comme nous l'avons précisé dans notre intervention au sommet pour l'adoption du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable, le Guatemala invisible, composé d'autochtones, de paysans et de ceux qui sont restés en marge du système, ne s'est pas contenté de la démission de leur mandataire. Ils ont inondé les rues pour affirmer que la modification de certaines lois ne suffit pas. Ils réclament des réformes de l'État pour qui assure une transformation profonde du système économique, social et politique qui permet de laisser la pauvreté à la traîne, ainsi que l'exclusion et le racisme, en développant une véritable notion de solidarité nationale et internationale, élément essentiel de la paix et de la sécurité. Il est donc important que l'État guatémaltèque réponde comme il convient aux exigences de sa population pour consolider sa démocratie à partir de ces manifestations et afin de parvenir à une société plus pacifique, sans exclusion et plus équitable. L'un des autres grands défis pour l'État du Guatemala est la création de meilleures conditions de vie pour ses habitants, afin d'éviter l'exode de tant de compatriotes qui doivent chercher de meilleurs horizons à l'extérieur. Les migrations doivent être une option, mais pas une obligation. Aujourd'hui, environ 2 millions de Guatémaltèques vivent à l'étranger. La majorité d'entre eux se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'un phénomène de longue date, mais aujourd'hui, c'est l'une de nos grandes préoccupations est due à la migration croissante de garçons et de filles qui voyagent sans être accompagnés, essentiellement à la recherche d'une réunification familiale. Nos pays doivent déployer leurs meilleurs efforts pour que ces enfants restent chez eux sans risquer leur vie. Le Guatemala, le Honduras et le El Salvador sont membres du triangle nord d'Amérique centrale. Et avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, nous travaillons sur le plan d'alliance pour la prospérité dont l'objectif est d'atteindre les racines les plus profondes des migrations. Il doit servir de cadre pour offrir de meilleures possibilités économiques. Il s'agit de construire d'établir les conditions nécessaires pour assurer une meilleure sécurité des citoyens. Il s'agit de créer un réseau de protection sociale pour les groupes les plus vulnérables de nos sociétés et de renforcer nos institutions démocratiques. Nos 3 pays ont prévu dans leur projet de budget pour 2016 environ 2,8 milliards de dollars pour appliquer le plan. Il existe une responsabilité partagée entre les pays d'origine, de transit et de destination. La réforme d'ensemble la question de tout ce qui a trait aux migrations aux États-Unis est inévitable. C'est une question de principe de respect des droits de l'homme. Nous apprécions les efforts déployés par le président Barack Obama et je saisis cette occasion pour réaffirmer l'appel de mon gouvernement pour que l'on adopte le statut de protection temporaire TPS en faveur des migrants guatémaltèques aux États-Unis. L'État du Guatemala, quant à lui, doit élargir aussi rapidement que possible son réseau consulaire, notamment en Amérique du Nord, dans les pays membres de l'Amérique du Nord, qui font partie de l'Amérique du Nord, afin d'assurer la protection
de leurs citoyens et de leur offrir des services consulaires. L'une des causes des migrations sont les catastrophes naturelles. Cette année, à nouveau, la sécheresse et le retard de l'arrivée des pluies pendant la première récolte sont des facteurs qui ont eu un impact sur la sécurité alimentaire des foyers les plus vulnérables. Actuellement, les familles touchées sont plus de 120 000, ce qui représente plus de 600 000 personnes, des personnes qui ne disposent pas d'aliments pour assurer leur subsistance. Nous remercions tous ceux qui nous ont offert leur coopération. Nous demandons que cette coopération s'élargisse. Nous le demandons parce que à cette situation de pauvreté chronique, il faut ajouter les effets des catastrophes naturelles et à cet égard, les effets de la crise anthropique que nos citoyens ont rejetés. Néanmoins, notre grande force est sans doute celle de la participation de nos citoyens. Et le gouvernement de transition doit appuyer ces citoyens et lui offrir des réponses efficaces avec très peu de ressources. Je réaffirme l'engagement pris par notre État vis-à-vis des communautés affectées par le développement du projet hydroélectrique Chik-Soi. Nous sommes engagés à indemniser les groupes affectés et nous espérons procéder au premier versement dans les semaines à venir dans le cadre d'un processus qui devrait aboutir au succès. Monsieur le Président, j'aimerais dire quelques mots sur certaines questions pertinentes relatives à notre politique extérieure. Tout d'abord, j'ai grand plaisir à vous faire savoir que nous avons continué de progresser dans nos relations bilatérales avec les pays voisins. Pour ce qui est de Belize, nous nous sommes engagés à aider la Cour internationale de justice à résoudre de façon définitive le différend territorial insulaire et maritime, et ce, comme nos deux pays l'ont décidé. Nous espérons que les 13 accords bilatéraux signés en décembre dernier entreront bientôt en vigueur, tout comme le protocole spécial de 2008 qui a été signé en mai dernier. Nous avons un programme de travail robuste et important avec le Mexique. Notre coopération ne connaît pas de précédent. Récemment, nous avons souscrit à 12 accords portant sur des questions économiques, commerciales, sur la modernisation des frontières, sur la question de l'énergie. De plus, nous voulons affronter ensemble des défis tels que ceux liés à la migration et à la délinquance organisée. Avec le Honduras, nous avons progressé dans le processus d'union douanière. C'est un engagement qui attend depuis longtemps pour assurer une meilleure intégration centra-américaine. Il s'agira de la première union douanière dans les Amériques. Pour la première fois, le Guatemala se félicite de la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. C'est un pas important pour affermir la coopération dans notre continent. À cet égard, nous espérons que l'embargo imposé contre Cuba depuis plus de 50 ans cessera. Nous nous félicitons du rapprochement et du climat de coopération accru entre les parties séparées par le détroit de Taïwan. Nous espérons que cette atmosphère de coopération pourra se manifester également lorsqu'il s'agit de lutter contre les changements climatiques au niveau mondial. J'aimerais présenter maintenant notre position face à l'un des défis que les Nations unies doivent relever au début de cette session. Nous sommes très inquiets face à l'instabilité au Moyen-Orient, surtout face au conflit prolongé en Syrie qui a déjà fait payer un lourd tribut en vie humaine et en souffrance humaine, comme le montrent les horribles images que nous voyons de l'exode migratoire. J'aimerais signaler le rôle capital que jouent les opérations de maintien de la paix. Je réaffirme notre plein appui à leurs principes fondamentaux qui continuent d'être pertinents et qui doivent être préservés. La contribution du Guatemala à ces missions témoigne de notre ferme attachement à la paix et à la sécurité internationale. Nous croyons que l'on a fait un pas important lorsque l'on a révisé et évalué ces opérations au niveau du travail du groupe indépendant de haut niveau, surtout les aspects des opérations de paix des Nations unies. Je pense également au rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de ces différents aspects. Et nous sommes prêts à entamer une sérieuse discussion sur toutes les mesures qui pourraient améliorer notre contribution au maintien de la paix et au succès de ces opérations. Comme d'autres délégations, nous pensons que l'adoption du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable a été une mesure importante
pour projeter vers l'avenir les travaux qui n'ont pas encore été achevés en matière d'ODD. Nous nous associons à ceux qui demandent qu'à Paris, on réponde aux énormes défis que représentent les changements climatiques. Et nous souhaitons qu'à Paris que de Paris sorte un instrument juridiquement contraignant. J'aimerais vous dire que le Guatemala a déjà joué son rôle et a adopté quelques lois importantes et quelques documents nationaux face au sommet. Monsieur le Président, nous nous sommes associés au débat qui cherche à réformer les principaux organes et à réviser leur méthode de travail. Nous reconnaissons que la communauté internationale se heurte à une pénurie de ressources et par contre à une pléthore de besoins et de populations vulnérables. Il est vrai que nous reconnaissons que les Nations unies ont joué un rôle précieux en faveur de l'humanité, mais nous voyons par contre une insuffisance dans la façon dont l'organisation peut répondre aux conditions impérieuses du XXIe siècle. Associons nos efforts pour encourager ce programme ambitieux dans l'intérêt de l'avenir des générations futures. Face aux pertes de temps de vie humaine dans des conflits mondiaux et face aux nouvelles menaces, il convient que les États membres se posent la question de savoir s'ils honorent la promesse qui était à l'origine de l'organisation. Est-ce que nous préservons réellement les générations futures du fléau de la guerre? Mais nous réaffirmons notre foi dans les Nations unies qui fêtent leurs 70 ans. Et nous espérons et nous sommes certains que tous les pays membres sauront assurer la pertinence croissance de l'organisation dans le domaine de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme. Merci. Je remercie